Dans cet épisode hors série de Plus 212 le podcast, une jeune artiste peintre, Safa Amonsef, qui lance sa toute première exposition en solo. Bonjour Safa, comment tu vas? Salut, ça va très très bien et toi? Ouais, très bien, très bien. Je suis ravi de t'avoir sur cet épisode hors série, un épisode spécial. Alors déjà, j'ai juste une question, tu préfères Safa ou Sfia? Juste qu'on se mette d'accord dès le début. Ah, c'est une très bonne question. On va aller avec Safa, tiens. Allez, Safa alors. Alors juste pour expliquer la démarche aux auditeurs, on ne se connaît pas avec Safa, on ne s'est volontairement pas parlé avant l'épisode pour justement qu'on fasse tous connaissance ensemble là tout de suite. Tu confirmes? On est d'accord? Tout à fait vrai. Donc en temps normal, je discute toujours avec l'invité avant l'enregistrement, mais là, c'est l'instant de découverte. C'est tout le but de ce hors-série. Donc j'ai évidemment alors oui, évidemment, j'ai fait quelques recherches, petites recherches en amont. Tu me diras si je suis un bon stalker ou pas. Ouais, c'est trop bien. Et avant de commencer, déjà, je voulais juste te dire que le peu que j'ai vu de tes créations m'a beaucoup plu. Et mention spéciale aux Reels Insta, c'est vraiment satisfaisant à voir et à écouter. Vraiment, les Reels Insta, je suis resté dessus, je les ai revus plusieurs fois. Merci Voilà, beaucoup. c'est très satisfaisant. Alors, on peut commencer alors. Donc, pour comprendre un peu l'origine de tout ça et pour que les auditeurs comprennent un peu le fil rouge de ton art, comment le projet Harira, dont on va parler un peu plus tard, s'est construit au fil du temps, je te propose qu'on en apprenne un peu plus sur toi d'abord. Ça te va? Bah oui, allons-y. Allez. Alors, Safa, tu as grandi à Mohamedia et tu y es resté jusqu'au bac. Est-ce que c'était en école marocaine? Oui, c'était en école marocaine, Et toujours. comment tu as vécu tes années lycée? Quels souvenirs tu en gardes? De mes années lycée, un très bon souvenir. En fait, je suis restée dans la même école du primaire jusqu'au bac. Ouais. Et c'est super parce que du coup, je suis restée quasiment avec les mêmes personnes du primaire jusqu'au bac. Donc, c'est une relation assez particulière. On devient, les parents connaissent déjà les copains Ouais. c'est ça, depuis des années. Donc, ça devient un peu une petite famille. Et c'est très, très agréable. Puis, c'est une petite ville aussi, Mohamedia. Donc, Ouais. on connaît rapidement les gens autour. Puis, Et, ça a et été tout j'imagine que tu as gardé contact encore aujourd'hui avec certains. ça. Quand tu connais les gens depuis des années, forcément, il y a certaines personnes, ça devient vraiment quasiment des membres de la famille, donc tu gardes contact avec eux éternellement. Donc là, comme on disait, tu es resté jusqu'au bac. Oui, Là, ce que Safa nous dit pas, c'est qu'elle était majeure de promo au bac. Est-ce que j'ai raison? oui, c'est vrai. Ah, Bravo. super. Ok, donc à ce moment-là, on est en 2010. Et quelle voie tu as emprunté juste après le bac pour tes études? À la base, je voulais faire les beaux-arts, Mhm. mais étant donné que j'étais majeure de promotion, comme tu dis, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, que ce soit de la part de mes professeurs ou de la part de la famille, parce que j'aime énormément les maths. Mhm. Et donc, tout le monde me poussait à faire ingénieur, comme ma sœur aînée, évidemment, parce qu'au Maroc, de toutes les manières, t'as pas tant le choix que ça. Donc, quand t'es bon, t'es ingénieur ou quoi. Et j'ai fini par choisir architecture à partir de ce moment-là, parce que pour moi, c'était un peu un équilibre entre quelque chose de scientifique Ouais. et quelque chose de plutôt créatif. Donc, je me suis dit que ça allait être une bonne option pour moi, puis qu'on allait voir les beaux-arts peut-être après. J'ai gardé espoir secrètement. Donc, c'était pas un choix si évident que ça au début. C'était un peu compliqué, mais tu as réussi à trouver le compromis. C'était pas du tout évident. J'aurais aimé faire une école d'art. Et du coup, c'était bien au Maroc juste après, c'est ça, à Rabat? C'était exactement. J'ai fait les 3 premières années à Rabat, à l'école, à l'ENA, l'école d'architecture de Rabat. Et du coup, après ces 3 années au Maroc, tu choisis Bordeaux pour ton master. Exact. Pourquoi le choix de la France plutôt que de rester au Maroc? Je vais être totalement honnête. Mhm. Euh, pour moi, ça a été décevant. Ok, L'architecture en soi est une option magnifique, mais j'ai trouvé les études, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais j'ai trouvé les études à l'École nationale d'architecture un peu décevantes. Surtout qu'au bac, tu fournis énormément d'efforts, donc ton cerveau est en ébullition. Et j'ai eu cette discussion-là avec plusieurs de mes amis. Ton cerveau est vraiment genre, tes pores sont ouverts, tu es prêt à apprendre, tu as passé tellement de temps à étudier que là, tout d'un coup, ça fait plouf. Genre, il n'y a plus de stimulation, il n'y a plus de motivation, le rythme est très, très, très différent. Et moi, j'étais assoiffée d'apprentissage.
Je trouve que l'architecture, c'est magnifique. Il y a un côté aussi très philosophique en relation avec les concepts que tu veux mettre en avant dans tes projets. Donc, j'ai pas eu ça à Rabat et je me suis dit que peut-être que dans une autre école d'architecture, j'allais en avoir un peu plus. Donc, comme toi, j'ai fait mes études au Maroc et en France. Et j'aimerais connaître ton ressenti à ton arrivée à Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a réellement frappé les premières semaines? Je pense notamment, moi personnellement, à la vie étudiante enfin, à Rabat versus celle à Bordeaux, ou moi, par exemple, à Casa versus celle à Bordeaux. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a frappé, tu t'en souviens encore, à ton arrivée? Moi, déjà, c'était la première fois que je quittais le Maroc. Donc, Ah, déjà, ok. il y a ce choc-là. Ouais. Il y a un gros choc lié à ça. Déjà, je m'attendais à une grosse ville, alors que Bordeaux, c'est une toute petite ville. J'avais l'impression de me retrouver dans la ville où j'avais grandi. Et j'étais complètement désemparée. Pour Mm. être honnête, j'étais complètement désemparée. J'étais complètement perdue. Je pense que j'ai pleuré un peu le premier jour. Je me demandais ce que je foutais là. Mais sinon, à part ça, globalement, au fur et à mesure de l'année, en termes de vie étudiante, Bordeaux, c'est foisonnant, c'est incroyable. Hein. Mhm. C'est une ville avec énormément d'étudiants, puis il y a vraiment une bonne ambiance. Puis le fait que ce soit une petite ville, au final, ça me convenait bien parce qu'on a rapidement ses repères, on se Mm. sent rapidement bien et appartenir à la ville. Et justement, par rapport à Rabat, moi, je sais que par exemple au Maroc, mon exemple à Casa, il y avait pas de vie étudiante ou c'était très, très, très moyen. Est-ce qu'à Rabat, quand tu y étais, c'était le cas aussi? Dans l'école d'architecture, on avait quand même nos petites habitudes étudiantes. Donc, je Mhm. dirais qu'on a eu une bonne vie étudiante quand même à Rabat. En plus, moi, je faisais partie pendant 2 années du comité d'organisation des événements de l'école. Donc, ça aide aussi c'est ça, à animer un peu sa vie étudiante, à créer des événements pour les autres étudiants, à connecter avec des étudiants qui sont soit plus âgés, soit moins âgés. Donc, Ah, c'est cool. C'est c'était cool bien. ça. Ouais. Là, tu disais tout à l'heure que tu as pleuré un peu au début, mais ce choix s'est révélé être le bon, vu que, encore une fois, tu as majoré. Est-ce que j'ai raison? T'as raison, mais il faut quand même raconter que j'ai commencé par minorer avant de majorer. Parce que franchement, ça a été super dur. La différence du niveau s'est fait sentir. Ouais. Et je pense aussi que Bordeaux, c'est une école d'architecture particulière parce qu'elle est très orientée concept plus qu'elle n'est orientée science. Par exemple, Mhm. au Maroc, on faisait beaucoup d'études des matériaux, résistance, de la géométrie descriptive. Ça, à Bordeaux, et c'est génial. Ça, à Bordeaux, ça n'existait pas par contre, et ils sont très orientés plutôt concept, philosophie. Il y a beaucoup de cours comme ça. Donc, j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher, mais c'était dur de suivre le rythme des autres. Des fois, je comprenais pas ce qui se racontait. J'étais la merde, ça va être dur. Mais j'ai fini par trouver mon rythme. Ah, mais ça a marché, donc tant mieux. Donc là, après ton master, on est en 2017. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Ouais, c'est ça. Il y a une année. 2016 plutôt, non? 2016. On est en 2016, puis après, j'ai fait une autre année pour avoir l'habilitation à la maîtrise d'œuvre qui permet d'ouvrir sa propre agence en son propre nom en France. Et est-ce que tu dis pas encore une fois? Comment... Est-ce que j'ai raison si je dis que tu as majoré encore cette année-là? Oui, c'est vrai. C'est très bien, c'est très bien, mais en vrai, là, on rigole, mais j'insiste sur ça parce que l'image, ou en tout cas le stéréotype sur les artistes, n'associe pas forcément les études à ce monde artistique. J'ai l'impression qu'il y a cette idée que si tu es artiste, tu me dis si je me trompe, hein, mais si tu es artiste, tu n'as pas forcément les études comme priorité. Tu vois ce que je veux dire ou je sors ça de nulle part? Non, non, c'est totalement vrai. Et en plus, honnêtement, j'écrivais sur ça à peine hier, où Mhm, j'essayais d'écrire ma démarche artistique pour un communiqué de presse. Et je me suis rendu compte que j'avais à cœur de dire que j'essaye d'être une artiste intellectuelle dans le sens où pour moi c'est important d'avoir ou de s'adresser non pas seulement aux émotions comme on croit que les artistes font, mais mhm. aussi à la pensée, à la pensée des gens.
Mais ça vient d'où, à ton avis, ce stéréotype? Je n'arrive pas à savoir réellement. Je sais pas, au point où même moi, je me suis demandé un jour, je me suis dit: «Peut-être que je suis pas suffisamment torturée, pour être artiste», tu vois? Parce que même moi, j'avais ce propre vu que j'ai pas fait d'école d'art, même moi, j'avais l'impression que je me conformais pas tellement à l'image, de ce qu'est être un artiste. Mais je sais pas d'où ça vient, l'artiste torturé. Et pourtant, il y a énormément, énormément d'artistes qui ont beaucoup écrit, qui ont écrit des Bien ouvrages sûr. intéressants. Mais malheureusement, les gens choisissent c'est ça, de se concentrer juste sur cet aspect-là émotif, artistique. Donc là, on est en 2017, tu es Oui, architecte à Bordeaux et tu reviens au Maroc 4 ans après ton départ. Donc, oui. ma question c'est, est-ce que tu as senti en toi une différence dans la, comment dire, la perception de l'environnement que tu connaissais très bien avant? Et là, à ton retour, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées que tu ne remarquais pas avant? Est-ce que tu t'es senti comme un poisson dans l'eau ou justement au contraire, tu te sentais un peu étrangère au milieu dans lequel tu as grandi? Quand je suis revenue, au Maroc, je suis revenue pour, travailler. Donc, Mhm. je suis revenue à Casablanca au lieu de Mohammedia. Déjà, ça, c'était différent parce que Casablanca, c'est la grosse ville, où il Mhm. faut être solide pour tenir là-bas. Et non, déjà, je suis revenue avec énormément de confiance en moi, beaucoup plus, parce que j'avais réussi à recommencer ma vie à zéro ailleurs. Puis ça, je pense que ça change un peu les gens, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de s'adapter à un environnement très différent. Donc, quand je suis revenue au Maroc, j'avais cette confiance-là, mais je suis revenue vraiment dans un but très, très précis qui était, je vais donner, entre guillemets, sa chance au Maroc pour travailler là-bas avec toute la bonne foi du monde et voir ce que ça peut donner. Et puis peut-être que je m'y plairais. Donc, c'était vraiment dans cette optique-là. Je ne sais pas si Ah, j'ai répondu à la et question. ça, si, mais du coup, ça a donné quoi quand tu es revenu Ça a donné que c'était complètement la catastrophe, pour être honnête. parce que, parce que faire archi, c'est compliqué. Les études, c'est génial. La réalité du métier est tout autre chose parce Mhm. que ça consiste à, à 90% à régler des problèmes, à faire de la coordination, à appeler les gens, à leur demander pourquoi ils ne sont pas là, à leur demander pourquoi ils n'ont pas respecté les délais, à essayer de plaire aux clients. Puis en plus, au Maroc, il y a d'autres enjeux qui se rajoutent à ça, c'est-à-dire que la corruption, par exemple, ou si des fois, si tu donnes pas les pots de vin qu'il faut aux gens qu'il faut, ton truc, il avance jamais, tu n'as jamais la bonne autorisation, du coup, tu peux jamais commencer, puis c'est très, très, très compliqué. Moi, après, c'est vraiment une expérience personnelle, puis j'ai travaillé dans une seule agence. Mhm. Donc, j'ai pas non plus une expérience multiple du travail en agence d'architecture au Maroc. Mais en tout cas, dans mon histoire à moi, ça a donné que je me suis rendu compte que c'était trop l'anarchie, pour que je puisse m'épanouir. Et du coup, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de tes études et là de tes expériences pro, mais est-ce que, j'imagine que oui, mais est-ce que tu dessinais en parallèle, tu peignais? Est-ce que l'art avait sa place à ce moment-là précis pendant que tu étudiais et pendant que tu travaillais? Non, la vérité, non, parce que j'ai arrêté j'ai peint pendant toute ma jeunesse, puis j'ai arrêté pendant quasiment toute ma période d'études. Ah, Ouais, quasiment zéro. Mais je pense que j'ai gardé en moi, enfin j'ai accumulé en moi de la frustration liée au fait de ne pas pouvoir donner le temps qu'il faut à la peinture et au dessin. Donc ça a fait qu'après, quand j'ai repris la peinture, je me suis rendu compte que j'étais à un tout autre niveau, comme si j'avais continué, la gestation se faisait pendant ce moment-là où je ne peignais pas. ok. Et donc, c'est comme le vélo, quoi. C'est comme le vélo, c'est ça. Une fois que tu as appris, ça ne s'oublie pas forcément. Mais pour revenir à ta question aussi de ce qui a été différent quand je suis revenue au Maroc, d'un point de vue qui n'est pas du travail, mais celui un peu plus personnel, euh, vivre en France en tant que femme, ça a été quand même un peu plus facile pour juste se sentir un peu plus libre, un peu moins oppressé.
Donc, je pense que quand je suis revenue au Maroc, je me suis aussi comme rappelée de tous ces éléments-là qui faisaient que je me sentais juste en état de vigilance permanent partout où j'étais et que que j'avais en tout cas un peu moins à Bordeaux. Et justement, là, ça me fait une belle transition avec la prochaine question. Donc, tu me parles du Maroc, tu y as passé moins d'un an et Mm. tu vas à ce moment-là vers une autre destination. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, je vais à ce moment-là à Montréal. Pourquoi, comment, quand Parce que je suis née à Montréal. Ok. Mes parents ont fait leur thèse de doctorat ici, une partie de leurs études. Et ils sont restés ici juste 4 ans, mais je suis née pendant cette période-là. Et donc, quand j'avais à 2 ans, ils ont Mhm. décidé de venir au Maroc pour travailler au Maroc tous les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai grandi, sans revenir à Mohamedia, j'ai grandi à Mohamedia. Mais ça a fait que j'ai la nationalité parce qu'au Canada, il y a le droit du sol. Donc, une fois que tu es né au Canada, tu as la nationalité. Ça, je ne l'ai découvert que très tard, hein, vers l'adolescence. Donc, donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais pouvoir faire une autre expérience avec un moindre risque parce que j'ai pas toute la paperasse, j'ai pas l'investissement financier à faire que d'autres personnes ont dû faire. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre mes valises et je vais y aller. Et en plus, j'avais pas de travail, j'avais Ah, en aucune. fait, tu partais, mais tu ne savais pas vraiment pourquoi tu partais, quoi. Je savais que je voulais faire de l'art. Ouais. Voilà. Mais je n'avais aucune piste ni de logement, ni de travail, ni aucune famille d'ailleurs non plus à Montréal. Et là, du coup, tu dis que tu allais au Canada pour l'art, sauf que si je comprends bien, tu y allais, mais tu as travaillé Oui, en tant qu'architecte? en tant que designer intérieur. Au Canada, comme dans beaucoup d'autres pays, l'ordre des architectes, ici par exemple du Québec, il faut s'y inscrire pour pouvoir travailler en tant qu'architecte. Et pour s'inscrire à l'ordre des architectes, c'est un investissement financier qui est de l'ordre de milliers de dollars. Et aussi, il faut comme recommencer à zéro, gravir les échelons. Donc, il aurait fallu que je fasse quelques heures, enfin milliers d'heures en tant que stagiaire, puis après architecte junior, puis après pouvoir avoir le statut d'architecte. Donc, moi, vu que je n'avais pas de travail et qu'il fallait que je me paye un logement, j'ai décidé de travailler dans quelque chose qui serait un peu similaire et qui ne nécessiterait pas cet investissement-là. Et donc, j'ai travaillé dans le design d'intérieur. Ok, je comprends. Là, là, on a. Toi, en fait, j'ai une question. Toi qui as vécu en France et au Canada, et tu as grandi au Maroc, comment tu as vécu ta marocanité, disons, dans ces deux pays? Est-ce que les deux cultures ont le même regard sur l'identité marocaine ou pas du tout? Comment ils perçoivent ça, en fait? La différence, en tout cas, entre les Français et les Canadiens. Est-ce que, je ne sais pas si je suis clair, mais... C'est clair, mais j'aime pas trop faire de généralité. Mais je vais quand Mhm. même te raconter, moi, mon Exact, expérience. exact. Oui, oui, on parle que de ton expérience personnelle. Euh, et puis, c'est aussi c'est deux situations différentes dans le sens où en France, j'étais étudiante et au Canada, je viens en tant que travailleur. Donc, en France, pour moi, ça a été un peu plus compliqué. Je venais de quitter le Maroc aussi, je me sentais un peu étouffée au Maroc. Donc, quand je suis partie en France, comme beaucoup de Marocains, le but c'était de ne pas traîner avec les Marocains. Et donc, j'ai essayé d'un peu d'éviter les autres Marocains parce que je voulais une expérience nouvelle, des gens nouveaux qui réfléchissent d'une autre manière. Et donc, c'est plutôt des amis étrangers que je me suis faite qui ignoraient quasiment tout de la culture marocaine ou qui avaient énormément de préjugés là-dessus. Euh, et moi, je pense que j'ai plus essayé, moi, de m'adapter à cette nouvelle culture-là que de faire rentrer les gens dans moi, ma culture, mon bagage, mon histoire, etc. Euh, Quand je suis arrivée au Canada, j'étais un peu plus confiante. Mhm. J'ai rencontré énormément de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens incroyables qui m'ont eux-mêmes fait comprendre que notre culture est tellement riche, puis qu'il y avait tellement de choses dont on peut être fier. Et donc, mon attitude était différente. Puis, je n'essaye plus.
depuis longtemps de m'adapter à une autre culture, mais j'essaye que ce soit assez équilibré avec les gens qui sont d'une autre culture. J'essaye de raconter mon histoire et puis qu'il y ait un échange plus équitable. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que cet équilibre, ça ne veut pas dire forcément que tu laisses tomber une culture au profit de l'autre, mais plutôt, enfin, tu recherches un compromis entre les 2. Tu t'en es pas moins canadienne et tu en es pas moins marocaine, c'est un équilibre entre les 2 et Oui. je comprends parfaitement ce que tu dis. Donc là, tu es au donc 2017, 2018, 2019, tu es au Canada, tu travailles. À quel moment, là, on parle depuis tout à l'heure, on parle des études, du travail, un peu d'art, mais à quel moment tu te dis, bon, je lance ma marque. C'est quoi l'histoire derrière et comment tu t'es motivé et d'un coup comme ça pour lancer ta marque Sfia? Alors, il y a une histoire très claire, très, Oui. très claire. C'est que je suis partie en voyage au Pérou pendant 3 semaines. Et j'ai fait quelques jours où j'étais dans la montagne, ou pendant, je pense que c'était 5 jours. Et donc, il n'y avait pas de téléphone, pas d'électricité, rien du tout. Et ton objectif de la journée, c'était de marcher et de dormir après, et puis de remarcher le lendemain et de dormir après, etc. Je pense que cette expérience-là m'a complètement bouleversée parce que tu sais, quand tu reviens de voyage, tu as toujours le blues de l'après-voyage, après-vacances, où tu es là, merde, c'est quoi cette réalité dans laquelle on est. Et moi, en fait, c'est pas parti. C'est pas parti. Ça a duré des mois, des mois, des mois. Je suis revenue à mon travail après ce voyage au Pérou et je voyais les gens dans le métro. Et je me disais, mais c'est quoi cette arnaque mondiale? J'ai l'impression que j'ai l'impression on a tous l'illusion que c'est ça la vie d'adulte, que c'est ça la vie moderne, puis qu'il faut s'y faire et qu'il n'y a pas d'autre choix possible parce que voilà, il faut travailler pour avoir la maison et il faut avoir la maison pour pouvoir y mettre ses enfants, etc. Mais je sais pas, on dirait que dans ma tête, comme Inception, s'est introduite l'idée selon laquelle c'était une arnaque, puis que quelqu'un en haut nous arnaquait tous. Et c'est jamais parti, et ça a commencé à juste grandir, grandir en moi, jusqu'au jour où j'ai juste déposé ma démission. Et je savais que je prenais un gros risque parce que, encore une fois, il faut bien se nourrir, il faut bien payer son loyer, etc. Mais c'était juste impossible. J'arrivais plus. Physiquement, mon corps n'arrivait plus à aller au travail. J'étais là, non, impossible. C'est pas ma réalité. Mais ça veut dire que tu as lancé ta marque après avoir démissionné ou pendant? Après avoir démissionné, ma marque c'est Sfia. Sfia, ça m'a toujours accompagnée parce que mon grand-père m'appelait Sfia et au moment où il m'appelait Sfia, c'était comme pour me rattacher à mon côté populaire, pour l'assumer, pour me dire tu n'es pas Safa. Parce que ma mère vient de Fès et on connaît, tu vois, les gens de Fès. Toute l'élégance et mon père, c'est un pur compagnard. Et donc, mon grand-père, du côté paternel, à chaque fois, essayait de me ramener à ce côté-là vraiment populaire de la campagne. Et donc, il y avait ce Sfia. Et à chaque fois que les gens voulaient soit me taquiner, soit faire ressortir en moi ce côté un peu plus pitre, mais attachant, ils m'appelaient Sfia. Donc, ça s'est un peu imposé à moi comme marque de fabrique parce que dans mes peintures, j'ai repris un peu la peinture pendant ces années-là où je travaillais en tant que designer intérieur. Je faisais de la peinture tous les week-ends. Puis c'est ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me lancer à 100% là-dedans et ça va être avec le pseudo Sfeya parce que Sfeya, c'est un peu mon alter ego, justement, un peu plus explicite, un peu plus pitre, un peu plus attachant aussi. Donc, je suis partie avec ça. Et c'était en quelle année que tu as décidé de démissionner et de te consacrer à 100% à ta marque? C'est il y a un an, août dernier. Alors, parlons du timing parce que, Ouais, parce que bon, il y a un an, on sait tous que voilà, il y a pandémie, tout ça. ouais, Pourquoi ce choix à ce moment? Je sais que tu en avais marre, mais ouais. beaucoup auraient attendu que la crise s'en aille ou se calme un peu pour se risquer à ça. Toi, non. Moi, non, parce que comme je te dis, c'était pas possible. Ouais. Psychologiquement, ça s'est imposé tout seul. C'était hors de question que j'aille au travail. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes de se réveiller puis de dire aujourd'hui non. Mais moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai déposé cette démission et, j'ai une très bonne relation avec ma boss qui l'a quand même bien pris, qui savait que ça me tenait à cœur de faire de l'art. Puis aussi, je pense que le timing n'est pas si mauvais que ça
dans le sens où il fallait que je fasse de la production avant de pouvoir Mm. organiser soit une exposition, soit mettre en vente mes œuvres. Donc au final, la pandémie m'a un peu aidée à me concentrer sur mon travail parce que de toute façon, il n'y avait aucune autre occupation possible. Donc aucune source de distraction. Donc il y avait moi, ma solitude et mes toiles blanches à remplir. Et c'était ça. Donc, depuis un an, tu travailles sur ton projet Herrera. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? oui. Regarde, j'ai mon objet. Tada! Là, attends, mais tu peux décrire du coup pour les auditeurs qui ne nous voient pas. C'est une cocotte minute qui est devenue la star ultime de ce projet. Donc, je suis très fière. J'ai même acheté un podium blanc, genre musée juste pour elle. Herrera, c'est c'est né de cette idée d'anarchie dont j'ai parlé tout à l'heure du Maroc. Puis c'est né aussi de mon besoin à un moment donné de me reconnecter au Maroc, puis de digérer toutes les choses que j'avais fuies en quelque sorte. Parce que euh, l'exil est une expérience incroyable parce Mhm. que on dirait que plus tu pars de ton pays d'origine, plus il s'ancre en toi à l'intérieur et donc ça devient une relation vraiment compliquée, complexe, un amour passionnel. Et moi, comme beaucoup de gens, encore une fois, j'ai quitté le Maroc à la recherche d'un pays avec une mentalité où je me sentirais un peu plus acceptée, un peu plus libre, où les choses seraient un peu plus simples. Mais on n'échappe pas, on n'échappe jamais à la culture d'où on vient. Donc toutes ces choses-là que j'ai en quelque sorte fui étaient restées à l'intérieur de moi. Et plus je m'en éloignais, plus elle dansait à l'intérieur de ma tête. Donc au bout d'un moment, il fallait que je fasse ce processus-là de digérer toutes ces idées-là, de sélectionner celles que j'aimais, celles que je n'aimais pas, de ne pas juste fermer les tiroirs, mais de tous les ouvrir comme ça. Tu vois, la table rase de Descartes, d'ouvrir tous les tiroirs, de sortir toutes les idées et de me dire, OK, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce bordel? Et donc, c'est pour ça, Herrera vient de ça, vient de cette définition-là, l'expression qu'on a au Maroc de Herrera. Tu dis, ouais, Herrera, tu dis des choses comme ça. Donc, ça vient de ça. Et je voulais un nom arabe, marocain. Je voulais un nom qui soit simple. Et ce qui est beau avec le mot Herrera, c'est que en même temps, le sens propre, le premier sens, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement nutritif, dont on est fier, qui trône au centre de la table, qu'on manipule avec beaucoup de soin, avec des super beaux bols. Et en même temps ça fait aussi référence comme expression à l'anarchie et au chaos. Donc, je trouve que ça correspond bien à notre culture parce qu'il y a en même temps quelque chose d'extrêmement riche et précieux et en même temps quelque chose de complètement anarchique. Et je voulais un peu parler de ça. Donc là, enfin, personnellement, je comprends tes intentions à travers ce projet, mais au-delà du jeu de mots, quel message tu veux réellement transmettre? Je comprends les intentions, mais pour les personnes qui vont voir tes créations, quel message tu aimerais qu'elles comprennent? Ça dépend si c'est des Marocains ou si c'est des non-Marocains. Voilà, Parce que là est la problématique. la problématique, ils ne perçoivent pas les choses de la même manière. Je pense qu'il y a comme deux principales intentions. Euh, D'un côté, pour pour mes concitoyens marocains, je pense qu'il y a une idée de bienveillance que je voulais véhiculer à travers mes toiles. Parce que même si je parle d'anarchie, j'en parle avec beaucoup de tendresse, j'en parle avec un peu de nostalgie. Et je pense que pour moi, l'acceptation de ma culture, la digestion de ma culture, la reconnexion, elle s'est faite à travers ce prisme-là de bienveillance. C'est au moment où on se rend compte que quand on ne peut pas échapper justement à la harira, ben on la vit, on l'accepte, on l'embrasse et on danse avec elle. Donc, c'est ce message-là que je veux dire aux gens, c'est que si vous êtes en train de dealer comme moi j'ai dealé avec cette culture qui en même temps vous oppresse, mais en même temps vous l'aimez de tout votre cœur, ben, c'est peut-être au prisme de la bienveillance que vous allez pouvoir vous réconcilier à 100% avec elle. Et d'un autre côté,
la deuxième intention, c'est de un peu décoloniser la représentation que l'on a des cultures maghrébines, slash nord-africaines, slash arabes, parce que je pense que dans l'art qui soit représente le Maroc, soit l'art marocain même, c'est souvent des sujets folkloriques. Et on dirait que c'est soit on est des objets de fantasme et on a tous les images de la femme qui, tu vois, qu'on voit Mhm. derrière les barreaux, machin. Soit c'est des objets de fantasme, soit c'est des objets de divertissement, soit c'est quelque chose de purement folklorique. Et je pense que c'est nécessaire de faire d'autres représentations. Déjà, c'est nécessaire de nous-mêmes raconter notre propre récit de nous, au lieu que Mhm. ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui parle de ce que l'on est, ben, il faudrait que nous-mêmes, on raconte notre propre histoire. Puis c'est ça, puis en faire d'autres représentations. Donc, je pense que ça participe à cette décolonisation culturelle. C'est super intéressant. D'ailleurs, on peut retrouver le teaser de Herrera sur ton site ou sur les réseaux. Personnellement, je trouve, ben, tu en as parlé, plein de nostalgie et surtout efficace. Je le trouve vraiment efficace, il donne envie et voilà, il est disponible enfin, sur les réseaux ou sur ton site, on en parlera un peu plus tard. Je te propose de faire un petit jeu, ça va? Vu que c'est un podcast, donc pas d'image, est-ce que tu peux nous décrire un tableau de ton choix, de ta création, au détail près pour que les auditeurs puissent se l'imaginer et ensuite ils iront le voir sur ta page Insta ou sur ton site ou même sur place à l'exposition dont on va parler et ils pourront nous dire si c'est ce à quoi ils s'attendaient. Ça te va? Tu peux Ouais, l'avoir sous les yeux, hein. ouais, c'est ça, ça me va, c'est ce que je vais faire. Je vais en sortir un. Vas-y, vas-y. Je vais Là, je te fais un examen. pas de problème, jouons. Allez. Allez, à toi. Alors, c'est une des premières toiles de la série et c'est pour ça que c'est intéressant parce que au début de la création, c'est là où il y a le plus de pulsions, où il y a le plus d'énergie, où il y a le plus d'émotions, puis plus les tableaux avancent, plus ça s'adoucit un petit peu. Donc celui-ci, c'est un des premiers et c'est un tableau qui est inspiré du livre d'Amin Maalouf qui s'appelle Les identités meurtrières. Oui, Il y a un livre qui m'a beaucoup impacté. à moi Et aussi. c'est une toile qui montre côte à côte deux personnages, ce qui semble être une mère et sa fille potentiellement. Il y a une femme qu'on imagine adulte et une enfant à côté. Le personnage de gauche a un voile intégral, puis au-dessus d'elle, une cage avec deux oiseaux. Et le personnage de droite, c'est une enfant très extravagante qui porte une poupée et avec une sorte de pyjama multicolore, des lunettes de soleil en cœur. Et en fait, cette toile montre tout simplement côte à côte deux personnages qui semblent représenter les deux pôles d'une même identité, euh, mais l'association des deux est très troublante. Elle est en quelque sorte étrangère et familière à la fois. Puis je pense qu'elle invite le spectateur à penser à l'équilibre possible entre ces deux pôles-là. Alors, je ne sais pas si je suis partie un peu trop loin. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire, surtout que quand tu as cité quand tu as Livre cité les identités meurtrières. Vas-y, vas-y, si tu est-ce que c'est bon? Tu veux continuer à décrire plus Non, précisément? ça, je pense que ça correspond bien au livre des identités meurtrières parce que justement, il parle du concept de l'appartenance et aussi Mhm, du concept de l'émancipation. mhm. Et je pense que c'est ça que cette toile met en avant, le concept de l'appartenance et celui de l'émancipation. Alors, est-ce que cette toile est dispo sur les réseaux ou sur ton site? Cette toile n'est pas encore disponible parce que Ah, ok. je garde tout en secret jusqu'à l'exposition qui a lieu le 21 octobre. Ouais. Et à partir du 21 octobre, tout va être disponible, que ce soit sur mon site ou sur mon compte Instagram. Bah, parfait, voilà, on va faire une sorte de jeu. À partir du 21, on verra qui nous enverra la bonne toile. Euh, en regardant justement ton travail, j'en ai vu quelques-unes de tes toiles qui sont sur les réseaux pour l'instant. Mhm. Donc, en les voyant, j'ai vu quelque chose
comment dire, de frais, de nouveau. Cette représentation de la culture marocaine avec une touche plus moderne et en même temps plus rétro. Il y a cette, comment dire, il y a cette tendance, j'ai l'impression, qui s'affirme de plus en plus. Les artistes, comment dire, les artistes de tout genre s'imprègnent de plus en plus de cette fusion de styles. Je ne sais pas si c'est un bon terme, mais je le comprends comme ça. Et ma réflexion par rapport à ça, c'est que souvent, je généralise pas, hein, mais souvent, ces artistes dont je parle, donc qu'ils soient peintres, photographes, stylistes, chanteurs, j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas ou plus au Maroc. Alors, tu l'as évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Comment tu expliques cet attachement aux origines, mais à distance? Je pense que des fois, partir permet de mûrir et Mhm, permet de guérir et permet de se retrouver dans peut-être un environnement un peu plus neutre pour faire l'état des lieux de ce qu'on veut dire, de ce qu'on a en nous, etc. Donc peut-être que, c'est une hypothèse, peut-être que justement ne plus vivre au Maroc permet pour certains artistes de regarder le Maroc, mais dans un espace un peu plus neutre. Plus neutre. Donc c'est ça. Donc je pense que ça aide d'un certain côté. D'un autre côté, peut-être que ces gens-là finiront par revenir. Comme je t'ai dit, c'est une relation très compliquée hein, qu'on a avec le Maroc parce qu'en même temps, on l'aime, puis c'est une source d'inspiration et c'est une richesse extraordinaire et en même temps, on le fuit parce qu'on n'arrive pas à être à 100%, à faire de la création à 100% quand on y est. mais il y a toujours ce besoin de retour aux sources ou d'affirmation d'identité qui se traduit par exemple par une exposition au Centre culturel marocain de Montréal, tu vois. Ouais, par exemple, oui, je pense que l'affirmation de l'identité est très importante, puis c'est très important que les artistes s'en saisissent. Je pense que c'est très difficile pour les Marocains, ben, après sans vouloir faire de généralité, mais c'est souvent difficile de répondre à la question c'est quoi être Marocain ou c'est quoi notre identité. Il y a tellement de choses qui te viennent en Mhm. tête d'un coup que c'est très difficile d'en faire la synthèse. Puis je pense que c'est ça qui est important, puis c'est peut-être ça le rôle, que ce soit des artistes ou des intellectuels, c'est d'essayer de faire la synthèse de ça pour offrir aux gens des pistes de pensée quant à ce qu'est l'identité. Parce que d'un côté, et c'est ça aussi le problème des pays qui ont été colonisés, c'est Ouais. que après l'indépendance, tu te retrouves un peu désemparé face à un pays qui a énormément changé à cause de la colonisation, qui se retrouve avec un patrimoine architectural qui n'est pas vraiment 100% le sien, mais avec qui il doit dealer, comme ce qu'on a à Casablanca, par exemple, Ouais. qui est maintenant partie de l'histoire, puis dont il faut s'emparer. Et ça devient extrêmement compliqué de faire le tri et de synthétiser tous ces éléments-là. Donc, euh, Il donc, n'y je a, il y pense a pas une définition d'être, enfin, de ce qu'est être marocain. Il n'y a pas des critères à cocher pour dire, OK, c'est bon, tu es marocain ou non, tu n'es pas marocain. Il y a tellement de... Je suis d'accord. tu peux pas cocher celui de la religion parce que c'était ça ce qu'a fait le Maroc après l'indépendance, c'est qu'on a commencé à construire des mosquées un peu partout. On a construit la plus grande mosquée d'Afrique, troisième plus grande mosquée du monde à Casablanca. Puis c'est très bien. Mais du coup, c'était un peu ça la solution pour ramener le Maroc à quelque chose qui est un peu plus, qui se rapproche un peu plus de ce que nous serions. Mais je pense qu'il faut encore creuser, puis qu'il faut encore offrir d'autres pistes d'hypothèses par rapport à ce que c'est que d'être marocain. Alors justement, un élément de réponse. Donc revenons à notre Herrera. Oui, À quelle date aura lieu cette exposition dont on parle de tout à l'heure? Pardon, oui. cette exposition dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un vernissage de prévu? Je ne sais pas. Dis-nous en plus sur l'exposition. Alors, l'exposition va avoir lieu du 21 au 28 octobre 2021, donc c'est bientôt. Il va y avoir une soirée de vernissage le 21 octobre. Puis, je vais essayer après de ramener cette exposition au Maroc. Donc, Mhm. je suis en train de travailler là-dessus. Donc, peut-être l'année prochaine, il va y avoir cette exposition au Maroc. Et c'est ça. Et c'est bien au Centre culturel marocain C'est de au Centre Montréal. marocain de Montréal. Oui. Ouais, espérons qu'on voit cette expo du coup au Maroc. Et là, je veux parler aux gens qui nous écoutent.
je vous invite à aller jeter un œil au site de Sfia, donc sfia.com, sfiya.com, pour avoir un avant-goût. Et pour les Montréalais qui ont la chance d'être sur place, bah, franchement, voilà, moi, j'y serais allé. J'y serais allé. Euh, Ça sera, du coup, comme on disait, ça sera pour toi l'occasion de vraiment présenter et expliquer plus en profondeur ton concept, ton idée, ton projet de Hedera. Et si vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'êtes pas à Montréal, vous pouvez du coup toujours suivre, comme je le fais, les actus sur Instagram. C'est Instagram ta principale La plateforme? principale plateforme, c'est Instagram. Après, j'essaie de tout mettre sur le site web aussi. Il y a même une chaîne YouTube qui a été créée qui s'appelle Herrera pour un peu mettre aussi les vidéos là-dessus. Juste pour ceux qui ne peuvent pas venir, qu'ils soient à Montréal ou pas, mais qui juste ne peuvent pas venir, il va y avoir une visite virtuelle de l'exposition donc sous forme de vidéo que je vais rendre disponible. Il va y avoir évidemment plein de lives Instagram, mais je vais essayer quand même de faire une bonne vidéo de toute l'expo et peut-être même dire quelques mots sur la thématique et l'intention de l'exposition. Ah, c'est génial. C'est génial. Et du coup, sur Instagram, juste pour que les gens, pour les curieux, pour qu'ils y aillent, tu peux épeler, s'il te plaît, ton pseudo? C'est Sfiart et ça s'écrit SFIY-du-bas ART. Moi, je vous laisserai le soin de bien écrire et de ne pas vous tromper. Merci beaucoup, ça va. C'était franchement, pour moi, c'était très cool. Merci à toi. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance, du coup, et je pense que les Ouais. gens qui nous écoutent aussi. Merci à toi, Et, franchement, c'était super de pouvoir communiquer. et du coup, peut-être à bientôt, on ne sait pas. Oui, avec grand plaisir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.